Palestine, à Gaza. Je dirais, quand on regarde un peu les images, quand on voit les informations, on est parfois sidéré de ce qu'on voit. Et sidéré aussi du fossé qui se crée entre ce qu'on voit, c'est-à-dire la réalité d'un génocide quasiment assumé, et le peu de réaction de la communauté internationale, et non seulement le peu de réaction de la communauté internationale, mais la manière dont les États-Unis arment des fauteurs de guerre et dont la manière dont l'Europe les arme éventuellement comme les Allemands, ou les arme politiquement en leur donnant une espèce de brevet de droit à se défendre. Hier encore, notre président de la République à Rabat, dans le discours qu'il a fait au Parlement marocain, a dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Et ce fossé, il est inquiétant, j'y reviendrai un peu dans le débat, mais il faut bien comprendre que la manière dont les politiques et les médias en Occident en général, et c'est évidemment une généralisation, parlent et voient le conflit, n'a rien à voir avec la manière dont l'ensemble de la planète non occidentale voit ce conflit. C'est-à-dire l'idée que, vous allez dans les pays dits du Sud, l'idée que c'est un génocide est une idée qui ne pose pas problème. L'idée que Israël commet des crimes avec l'appui des Occidentaux est acceptée, et je dirais le discours, si vous voulez, ici on dirait dans tous ces pays il y a un discours pro-palestinien, moi je dirais un discours favorable au droit international. Mais cette coupure aussi, moi c'est une chose un des éléments que je trouve inquiétant dans ce qui se passe, c'est la coupure qu'il y a entre l'Occident et le reste du monde. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un fossé énorme, et d'une certaine manière en dévalorisant les principes dont l'Occident se réclame, c'est-à-dire des droits humains, de la défense du droit international, etc. Là, on a l'impression que ce droit est bafoué, et les pays du Sud voient que nous le bafouons au-delà de nos déclarations. C'est-à-dire, malgré nos déclarations, nous le bafouons. Et que nous ouvrons la porte à un monde dans lequel il n'y aura plus de droit international. Si demain il y a un autre conflit, qui ira dire aux Chinois « mais vous n'avez pas le droit d'envahir Taïwan, vous vous comportez mal ». Qui ira dire à un gouvernement qui massacre ses voisins « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Je veux dire, c'est vraiment la loi du plus fort qu'on est en train de réaliser, quoi. Alors bon, il y a eu des choses, j'y reviendrai peut-être dans l'intervention, il y a eu évidemment l'arrêt de la Cour internationale de justice, il y a la Cour pénale internationale qui a dit qu'il fallait inculper, le procureur de la Cour pénale internationale qui a dit qu'il fallait inculper Netanyahou et Galland de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais pour l'instant tout ça ne débouche sur rien, et ce fossé est vraiment, vraiment inquiétant. Je reviendrai après surtout sur la position en France et la position du gouvernement français, et pourquoi on est arrivé à une telle situation par rapport à un gouvernement français qui traditionnellement, en tous les cas il y a 15 ou 20 ans, avait des positions relativement équilibrées sur la question de la Palestine, réclamer la création d'un État palestinien, le droit des Palestiniens à l'autodétermination, soutenir l'OLP, etc. Comment on est passé de cette position à une position de soutien en fait inconditionnel aujourd'hui à Israël, malgré des critiques. Mais encore une fois, ayons conscience du fossé que nous créons, et le fait que, si vous voulez, par exemple pour la France, le Maghreb, c'est important, on l'a vu avec la visite du président de la République au Maroc, on voit les relations avec l'Algérie, la Tunisie, mais dans tous ces pays, aujourd'hui, la France est totalement rejetée par tout le monde, c'est-à-dire toutes les élites politiques, qu'elles soient communistes, socialistes, islamistes, etc., dénoncent le double discours français. Pourquoi français? Parce qu'ils voient les télévisions françaises, c'est-à-dire ils ont accès à ces télévisions françaises, et ils disent, mais si c'est ça la démocratie, si c'est ça le pluralisme, on n'en veut pas. C'est-à-dire, vous êtes en train de justifier un génocide. Et ça, c'est grave, c'est grave pour tout l'Occident, mais c'est grave pour nous, Français. C'est-à-dire que, bon, comme j'ai dit, on s'est fait expulser de plusieurs pays africains. Moi, je pense que demain, on sera expulsé du Maghreb de la même manière.
Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est potentiellement grave. Bon, maintenant, je vais revenir un peu à l'origine de tout ça, c'est-à-dire, enfin, dans le discours médiatique, c'est-à-dire le 7 octobre. Et il y a eu des tas d'articles, de reportages sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et on est toujours sommé de se prononcer par rapport au 7 octobre. Et moi, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez du 7 octobre, ma réponse est de dire j'aimerais parler de ce qui s'est passé le 6 octobre. C'est-à-dire, on a l'impression que jusqu'au 6, on avait une situation tranquille, il y avait la paix, il y avait le calme, et que brusquement, il y a une série de fous furieux qui ont décidé d'attaquer Israël et de tuer des Juifs. Parce que c'est ça la manière dont, par exemple, le président de la République, notre président de la République, a qualifié le 7 octobre, c'est-à-dire le plus grand massacre de Juifs du XXIe siècle. Donc, je crois que c'est important de rappeler parce que le 6 octobre, on avait en Israël un gouvernement d'extrême droite avec des fascistes comme Smotrich et Ben-Gvir, mais avec eux qui sont ouvertement fascistes, suprémacistes juifs, etc., mais avec un gouvernement qui était essentiellement d'extrême droite, qui menait une politique, d'abord à l'égard de Gaza, qui était la poursuite des blocus, 15 ans de blocus, je veux dire, imaginez, que pour sortir de Gaza, je veux dire, c'était quasiment impossible. Pour importer du chocolat, ce n'est pas possible. Pour importer, les Israéliens ont inventé des listes de produits qui étaient soi-disant dangereux, mais en fait qui visaient à rendre la vie impossible aux Palestiniens. Donc il y avait ça. Il y avait un développement de la répression en Cisjordanie sans précédent, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 7 octobre 2023, il y a eu plus de gens tués par l'armée israélienne et les colons que depuis la seconde intifada. Mais ça, on n'entend pas parler. Comme je dis, la situation est calme. Quand on dit que la situation est calme en Palestine, c'est-à-dire qu'on ne tue que des Palestiniens. Dès qu'on tue un Israélien, ça devient un casus belli, mais quand on tue les Palestiniens, ça n'est pas. Puis il y avait aussi un problème qui est très important pour les Palestiniens, c'est celui des prisonniers politiques. Il faut dire des prisonniers politiques, et en partie on peut dire des otages, c'est-à-dire des milliers de Palestiniens qui sont en tôle, soit parce qu'ils ont été condamnés par une justice aux ordres, et quand on parle de la justice, autant la justice israélienne peut être relativement équilibrée quand on parle de justice à l'égard des Juifs israéliens, autant avec les Palestiniens. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on avait, je crois, 3000 prisonniers administratifs. Prisonniers administratifs, c'est une chose inimaginable, je veux dire. C'est des gens que vous mettez en tôle. Tous les 6 mois, leur incarcération est prolongée. Vous n'avez pas besoin de présenter de preuves. Vous n'avez pas besoin vous n'allez pas devant un tribunal. Et c'était parce que vous êtes considéré comme dangereux. Le plus étrange dans cette loi, c'est que ces lois qui permettent ça ont été instaurées par la puissance mandataire avant Israël, c'est-à-dire les Britanniques. Vous savez que les Britanniques ont géré la Palestine de 1918 en fait jusqu'à 1948, et ils avaient instauré des lois pour lutter contre le terrorisme juif. À l'époque, c'était les groupes qui menaient des actions contre l'armée britannique. Et ces lois étaient appliquées. J'ai retrouvé d'ailleurs, c'est étonnant, il y a quelques mois avant la création de l'État d'Israël, il y a eu un meeting organisé par les groupes sionistes pour dénoncer ces lois. Et le gars qui a parlé, qui était un juriste, a dit même en Allemagne nazie, on n'avait pas ce type de loi. Ce type qui disait ça, il est devenu ministre de la Justice après, et il a appliqué ces lois aux Palestiniens. Donc, vous avez des milliers de gens qui vivent ça. Et la question pour ceux qui ont été là-bas, vous savez à quel point c'est important la question des prisonniers palestiniens. Quasiment, il n'y a pas une famille qui n'a pas quelqu'un, bon, c'est des familles élargies, mais quelqu'un de sa famille qui est en prison, etc. Donc, et puis, dernier élément de tension, si on peut dire,
c'est la politique à la fois de colonisation, c'est pas seulement on tire sur les Palestiniens, il y a une politique d'extension de la colonisation, de confiscation des maisons palestiniennes, notamment à Jérusalem-Est, et puis toute une série d'incursions sur la mosquée Al-Aqsa, qui est, bon, comme vous savez, un lieu saint de l'islam, avec la volonté de changer le statu quo qui existe depuis 1967. Donc il y avait une vraie offensive contre les Palestiniens. Et puis, pas plus grave, mais d'une certaine manière, le monde avait oublié la Palestine. Si vous regardez un peu les 10 dernières années avant le 7 octobre, il y avait eu la paix, Trump avait négocié la paix entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et ensuite le Maroc, aussi le Soudan, mais le Soudan c'est beaucoup plus incertain ce qu'ils ont signé. Et puis il y avait des négociations pour faire une reconnaissance mutuelle, d'établir des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël. Et pour les diplomates, pour Israël, pour les diplomates occidentaux en général, c'était, bon, maintenant c'est fini, la question palestinienne, c'est pas si important que ça, elle va disparaître, on va trouver des moyens pour gérer au coup par coup, mais finalement, la Palestine est effacée de la carte. Et symbole de ça, en septembre 2023, Netanyahou, le Premier ministre israélien, fait un discours comme tous les ans, vous savez, en septembre, il y a l'Assemblée générale des Nations unies, tous les chefs, beaucoup de chefs de gouvernement vont là-bas. Il fait un appel à la paix, Netanyahou, et il montre une carte de la région, et sur la carte de la région, il n'y a pas la Palestine. Donc on est vraiment à un moment où la Palestine est en train de disparaître. Alors bon, on peut dire elle n'a pas disparu parce qu'il y a encore des millions de Palestiniens, mais politiquement c'est vrai. Alors il y a en plus pèse évidemment la division entre le Fatah et le Hamas, entre Ramallah et Gaza, etc. Mais on est dans cette situation qui doit nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, quand on veut comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, alors il y a une explication qui est venue tout de suite, qui s'est imposée dans les médias et contre lesquels il était pratiquement impossible de s'inscrire en faux, c'est-à-dire les quelques personnes qui essayaient de dire mais peut-être que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre étaient accusées de soutien de Hamas, de soutien du terrorisme, etc. Donc il y avait une volonté de complètement casser l'idée qu'il y avait une explication. Et surtout, il y avait l'idée qu'avec le Hamas, on était face au mal absolu. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le terme de terrorisme, d'organisation terroriste. On peut avoir des actions terroristes au sens où des actions qui tuent des civils. Mais une organisation terroriste, je ne sais pas ce que c'est. Aucune organisation, si vous voulez, les organisations communistes, elles veulent le communisme. Les organisations islamistes veulent instaurer un pouvoir islamique. Personne ne veut instaurer le terrorisme. Mais ça a un grand avantage, et il faut vraiment voir à quel point ça pèse dans l'opinion. Ça a un grand avantage, c'est que ça diabolise complètement l'adversaire, et ça fait quelque part qu'on n'est plus dans une guerre normale, on est dans une guerre contre le mal absolu. Et dans une guerre contre le mal absolu, il n'y a plus aucune règle qui tient. Si les Palestiniens sont, comme disait le ministre de la Défense, des animaux humains, il faut lutter contre eux comme on lutte contre des animaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a pesé. Donc, si on veut sortir de ça et penser que les organisations politiques, y compris le Hamas, le Hezbollah ou les autres, ont une logique politique et que, franchement, vous n'avez pas besoin de lire le Coran pour savoir pourquoi le Hamas mène telle ou telle action ou le Hezbollah. Si vous les analysez en termes politiques, il y a une explication. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je veux dire, personne ne demande d'être d'accord avec la stratégie. Mais au moins écoutez ce qu'ils disent. Or, le 7 octobre au matin, Ismail Haniyeh, qui a été depuis assassiné par les Israéliens en Iran, fait un discours où il explique ce qui s'est passé. Et il explique pourquoi ils font ça. Et qui commence en disant « Nous vous avons averti. Ça fait des mois et des mois qu'on vous avertit sur le blocus, sur les incursions sur les lieux saints de l'islam, sur les prisonniers politiques, et vous n'avez pas répondu.
Et quel est notre but? Et il définit un certain nombre de buts. Un, c'est de porter un coup à l'appareil militaire israélien et de casser le sentiment israélien que l'État d'Israël est capable de les protéger. Et il mène une opération militaire. Il faut savoir, je reviendrai après sur les crimes qui ont été commis pendant cette opération. Mais il mène une opération militaire pour casser ce qu'on appelle la division Gaza, qui est la division qui enserre Gaza depuis le blocus. Ils prennent le contrôle de toute une série de points militaires. Et ils sont d'ailleurs extrêmement surpris parce que le système de défense israélien s'effondre vraiment. Il y a eu vraiment 24 heures de panique totale du côté israélien. Donc, ils font ça et, oui, ils portent un coup à l'idée que Israël peut avoir la paix sans une solution à la question palestinienne. L'autre chose qu'il dit aussi très clairement, il dit nous voulons casser le rapprochement entre Israël et les pays arabes. Et là aussi, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'il y a une rationalité dans leur action, mais ils ont réussi. C'est-à-dire que les négociations entre l'Arabie Saoudite et Israël sont stoppées, que l'Arabie Saoudite a nettement durci son ton par rapport à la perspective d'un État, par rapport à la perspective d'une paix avec Israël. Donc ça, c'est important. Une petite digression à propos de la paix. Durant l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu 3 ministres des Affaires étrangères arabes qui ont fait une conférence de presse et je ne sais plus quel journaliste occidental, évidemment, l'a dit, mais vous ne voulez pas la paix, etc. Et le ministre des Affaires étrangères jordanien s'est vraiment fâché. Il a dit, ça fait 15 ans que l'organisation des pays arabes, l'organisation de la conférence islamique, 73 pays, il a dit, ont dit très clairement que le jour où il y avait un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, ils reconnaissaient Israël. Donc, en fait, c'était pas ça vraiment si vous voulez, c'était pas ça comment dire. Bon, évidemment, c'est l'objectif d'Israël, c'est pas ça, parce qu'ils refusent l'État palestinien. Mais c'est important de le dire aujourd'hui par rapport à l'idée, ils ont toujours voulu détruire Israël, ils veulent pas la paix, etc. Ça fait des décennies que le monde arabe a accepté l'idée de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc, l'intervention du Hamas a cassé ce rapprochement. Pour combien de temps, j'en sais rien. Peut-être que demain, ça reviendra. Mais c'est quand même important, à dire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'ils ont remis la question palestinienne au cœur de la diplomatie. Brusquement, tous ces dirigeants occidentaux, dont le nôtre, qui ne parlaient plus d'État palestinien, ont tous dit il faut une solution à 2 États. Personne n'explique comment ils vont arriver à une solution à 2 États alors qu'ils ne sont même pas capables d'arrêter le génocide en cours. Mais c'est important de le dire parce que c'est une manière de dire que oui, la Palestine, ce que nous on écrit, enfin les gens qui connaissent un peu la région savent, la Palestine est au cœur. C'est-à-dire c'est une question qui va bien au-delà de la question des 7, 8, 10 millions de Palestiniens qui sont là. C'est une question beaucoup plus importante. C'est une question symbolique. C'est le dernier cas un des derniers cas de décolonisation non achevée. Ça a vraiment une force pour l'ensemble du monde arabe. Et pour ceux qui connaissent et qui voyagent, vous pouvez rencontrer, je dirais, les intellectuels arabes que vous pouvez rencontrer, ils sont divisés sur tout. Vraiment, ils peuvent s'insulter sur 1000 choses sur les printemps arabes. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était une manœuvre? Est-ce que c'était un complot occidental? Ça. Mais il y a une question qui les unit, c'est effectivement la solidarité avec la Palestine. En tous les cas, au niveau des opinions, évidemment, pas des gouvernements. Donc, on est là on peut dire du point de vue des objectifs que se fixait le Hamas, ils ont obtenu un succès. Et quand, après la reconnaissance par l'Espagne de l'État palestinien, Netanyahou dit vous récompensez les terroristes, c'est-à-dire vous récompensez le Hamas, oui, il a raison. Netanyahou, oui. C'est-à-dire que le Hamas a réimposé la question palestinienne. Alors, pas suffisamment, la preuve, c'est que comme on dit, le génocide continue, mais je crois que c'est très important. Alors maintenant, il y a qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre concrètement. Alors il faut comprendre, je dis,
qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il se trouve que j'avais un ami égyptien qui était à Gaza le 7 octobre, et parce qu'il est marié à une palestinienne de Gaza, et qui m'a raconté un peu des choses qui ont été confirmées, enfin qu'on a pu voir. Donc, il y a une première vague des troupes d'élite, disons, du Hamas, qui vont prendre la ceinture de Gaza, vont casser l'appareil militaire, etc., etc. Et puis, comme j'ai dit, ça s'effondre et les frontières s'ouvrent. Et il y a des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza qui arrivent et qui vont plier en partie. Ils prennent des choses, ils sont sous blocus depuis 15 ans, donc ils trouvent des choses qu'on ne trouve plus à Gaza. Prendre des otages, c'est-à-dire que le Hamas voulait prendre des otages, mais en nombre limité, parce que ils ont pris 250 otages. C'était le copain égyptien m'a raconté qu'au soir du 7 octobre, les cadres du Hamas allaient faire le tour des maisons pour essayer de récupérer les otages, parce qu'ils pensaient que les gens, ça créerait trop de problèmes. Et pourquoi les gens prennent des otages? C'est par rapport à ce que je dis, parce qu'ils savent qu'ils peuvent les échanger contre les gens de leur famille qui sont otages, qu'eux considèrent comme des otages. Alors on peut dire c'est pas bien de prendre des otages, quelles que soient les conditions. C'est un crime, c'est même un crime de guerre, mais c'est la situation. Alors, durant cette attaque, il y a eu, comme vous savez, en gros 1200 personnes qui ont été tuées, plus ou moins 1100 Israéliens et puis une centaine de travailleurs asiatiques qui ont été tués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de ce qu'on peut appeler les crimes ou les crimes de guerre? D'abord, c'est important à rappeler que ce qui a été le cœur de la propagande israélienne dans les premières semaines, c'était un mensonge absolu. C'est-à-dire 40 bébés décapités. Vous savez que l'histoire des 40 bébés, c'est vraiment... Alors, vous savez, je veux dire, c'est pas forcément fabriqué au sens où quelqu'un dans un cabinet a pensé que... Mais quand il y a une si grande confusion, il y a des bruits qui circulent. Mais après, il y a la manière dont le gouvernement utilise ça. Et les 40 bébés, d'un côté, 2 jours après, il y avait une vidéo du ministère des Affaires étrangères israélien qui ressortait cette idée. Et puis, les Israéliens l'ont utilisé à tel point que quand Joe Biden visite Israël le 10-12 octobre, il fait une déclaration en disant « J'ai vu les photos des bébés décapités ». Je ne sais pas si on lui a montré les fausses photos, s'il a menti, s'il était un peu sénile, enfin j'en sais rien, mais c'est important cette histoire parce que ça a vraiment marqué les gens. Puis il y a eu l'histoire de la femme éventrée, enceinte, éventrée dont on avait arraché le bébé, de la rescapée de l'Holocauste qu'on avait mis dans un four, enfin des choses épouvantables qui n'ont pas eu lieu. Et c'est évident que ça a été un élément qui a favorisé la campagne de génocide israélien. C'est ce que je dis à propos du terrorisme, c'est-à-dire, si vous pensez que l'ennemi, c'est le mal absolu, et s'ils sont capables de regrouper, d'équiper 40 bébés, c'est le mal absolu, à ce moment, tout est justifié. Et à ce moment, effectivement, les médias ont totalement justifié ce qui se passait à Gaza dans les premiers mois, avec les bombardements massifs. Alors bon, je ne reviens pas, ça vous le savez. Alors, donc, comme j'ai dit, sur les 1200, il y a 400 militaires, 800 civils. Une partie ont été tués par des Palestiniens, je vais expliquer dans quelles circonstances, mais il faut aussi dire qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'une partie a été tuée par l'armée israélienne. C'est-à-dire, il y a des directives de l'armée israélienne qui remontent à 2006, quand le Hezbollah avait enlevé 2 militaires israéliens, qui s'appellent les directives Hadibal, qui est dire, en gros, qui autorise l'armée israélienne à tirer sur des convois ou des voitures de gens qui essayent d'enlever des otages israéliens, y compris au risque de tuer les otages israéliens. Et on sait maintenant que ça a été à une échelle relativement importante. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, il y a eu l'idée
qu'il y avait eu 1400 morts. Et puis finalement, ça a été ramené à 1150 pour passer à 1200, parce que je crois que maintenant, ils ont rajouté aussi un certain nombre des otages qui sont morts. Brusquement, il y a 200 personnes qui ont disparu. Et d'où venaient ces 200 personnes? C'était des gens dont les corps avaient été carbonisés et que les Israéliens ont pris pour des Israéliens, enfin l'armée israélienne quand elle est arrivée a pris pour des Israéliens, mais qui ne pouvaient pas avoir été tués par les Palestiniens parce que les Palestiniens ne disposaient pas des bombes qui permettaient de carboniser, de tuer de cette manière les Palestiniens. Dernier élément, oui, il y a eu des crimes de guerre, pour, comme j'ai dit, prendre des otages, c'est un crime de guerre, mais il y a eu aussi des civils qui ont été tués par des... alors, des fois, c'est des combattants de Hamas, des fois, c'est des civils qui ont été... alors, évidemment, ça n'est pas justifiable. Je veux dire, tuer un civil n'est pas justifiable. Mais on ne peut pas s'y limiter à ce type de raisonnement. Pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a, après 70 ans d'occupation, après 15 ans de blocus, un sentiment de haine qui se développe chez les Palestiniens et qui peut se transformer en des choses barbares. Oui, mais c'est une réponse, je dirais, moi je dis que c'est une réponse à la barbarie coloniale. Et en travaillant sur le livre, je suis tombé sur quelque chose qui permet de comprendre ce qui s'est passé. En 1956, vous savez, Gaza est un territoire qui a une histoire très particulière. C'est partie de la Palestine. Il était prévu pour le plan de partage pour le futur État palestinien. Et à l'issue de la guerre entre Israël et les pays arabes, il passe sous contrôle égyptien. Mais alors que la Cisjordanie va être annexée par la Jordanie, il garde un statut autonome. Et il y a des tensions à la frontière entre Gaza et la ceinture de kibbutz qui s'installe, c'est les mêmes qui ont été attaqués ici, dans les années, enfin, qui s'installent à partir de 48-50. Et puis en 56, il y a un jeune garde israélien, un jeune garde des kibbutz, il faut, comment dire, il monte la garde pour éviter que les Palestiniens les attaquent, que les Palestiniens rentrent, etc., qui est enlevé par les Palestiniens et tué dans des conditions assez horribles. Et ça soulève une immense émotion en Israël. Immense, vraiment. Et Moshe Dayan, qui est à l'époque le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui va devenir le ministre de la Défense et qui est un des militaires les plus connus en Israël, se trouve avec sur place et il prononce l'éloge funèbre du jeune gars. Et il dit deux choses. Il dit, un, ça nous confirme dans le fait que nous ne pouvons résister que par la force. Que il faut être sur nos gardes, nous armer, etc. Mais il rajoute quelque chose qu'aujourd'hui aucun dirigeant israélien ne rajoute. Il dit, il faut que vous compreniez, les gens qui sont derrière les barbelés, c'est les gens que vous avez expulsés, dont vous avez pris les terres. Les kibbutz dont on parle aujourd'hui, dont on vous dit c'est des gens qui étaient pour la paix, etc., ils ont été édifiés sur des terres palestiniennes après l'expulsion des Palestiniens. Et ils vous voient en train de... C'est Moshe Dayan qui parle. Ils vous voient en train de faire fructifier le désert, entre guillemets, c'est ironique. Et eux, ils n'ont pas à manger. Et il faut comprendre la haine qu'ils ont. Et je dis une des choses mais qui est aussi l'histoire du colonialisme, c'est-à-dire le colonialisme, c'est la barbarie du colonisateur, mais ça peut susciter la barbarie des colonisés aussi en termes de revanche. C'est ce qu'on a vu en Algérie. En Algérie aussi, il y a eu des crimes qui ont été commis. Oui, il y a eu des crimes qui ont été commis. Des fois, c'était l'expression de la haine après 130 années d'occupation et d'une occupation dont on sait qu'elle a été aussi, enfin, à l'époque on n'employait pas le terme, mais génocidaire. Donc, il faut prendre ça en compte. Et ça m'amène à une remarque, et je terminerai sur cette partie en tous les cas, c'est quand on parle du droit humanitaire international, c'est très important de dire qu'il y a un droit de la guerre. C'est pas parce que vous menez une guerre que vous pouvez
il y a un droit, c'est que vous n'avez pas le droit de tuer des civils, vous n'avez pas le droit de violer, évidemment, vous n'avez pas le droit de prendre des otages, etc., etc. Mais il faut dire en même temps que ce qui est essentiel avant le droit humanitaire, c'est le droit politique international. C'est le fait que ça fait 70 ans que le droit à l'autodétermination des Palestiniens est refusé. Et que tant qu'on n'aura pas réglé ça, la violence sera le résultat de ça. Elle n'est pas le résultat du fait que les Palestiniens sont barbares, etc. Et elle est le résultat du fait que on mène, je veux dire, on les a mis dans des conditions où ils peuvent commettre ce type d'acte. Et si vous voulez, des fois je me dis, bon, j'espère que Netanyahou et Galland seront traînés devant la Cour pénale internationale. Mais comme vous savez, enfin, le procureur a proposé qu'ils soient traînés devant la Cour pénale internationale et que des dirigeants du Hamas le soient aussi. Pour moi, enfin, en termes juridiques, c'est vrai. C'est-à-dire, on a des crimes de guerre des deux côtés, des crimes contre l'humanité des deux côtés. Mais je me dis, mais écoutez, imaginez que en 1952, ou non, en 1956, la Cour pénale internationale ait existé et qu'elle ait eu à juger la guerre d'Algérie, qui est la guerre d'indépendance du peuple algérien. Ils auraient pu dire, on va inculper les dirigeants français et les dirigeants du FLN. Parce qu'ils ont tous commis des crimes. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, objectivement, c'est vrai, il y a eu des crimes commis par le FLN, parfois horribles, je veux dire. Bon. Mais là, c'est un appel non pas à ne pas respecter les lois internationales, mais à mettre l'accent sur ce qui me semble essentiel, c'est-à-dire la politique. C'est-à-dire, à l'origine, ce n'est pas la méchanceté ni des Israéliens ni des Palestiniens qui est en cause. C'est pas le fait qu'ils sont gentils ou méchants. C'est la question de l'occupation. D'une occupation que la Cour internationale de justice vient de déclarer illégale. Et c'est important de le dire parce que ça, des fois les gens disent mais toute occupation est illégale. Non, pas du tout. Si vous occupez un pays à l'issue d'une guerre, légalement, vous avez le droit de le faire. Vous êtes tenu par les conventions de Genève, par le droit de la guerre. Israël n'a pas du tout respecté, mais c'est légal. Et là, au bout de 70 ans, la Cour internationale de justice a dit, mais au-delà d'un certain temps d'occupation, ce n'est plus légal. Donc c'est illégal. Donc c'est ça qui est très important à comprendre si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je voudrais dire maintenant quelque chose à propos de la politique française et un peu européenne. Bon, les Américains, ils soutiennent Israël de manière depuis très longtemps, même si aujourd'hui il y a dans les élites américaines, notamment dans le Parti démocrate, un certain nombre de changements. Mais l'Europe était quand même traditionnellement, disons, plus nuancée. Bon, aucun pays européen, même pas la France, qui avait parfois des mauvaises relations avec Israël, ne remettait en cause le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité, mais il y avait l'idée que il y avait une question d'injustice qui était l'occupation et qu'il fallait le régler. Et que cette politique, elle a été inaugurée par le général de Gaulle en 1967, et dans une fameuse conférence de presse en novembre 1967, il a dit, cette phrase vraiment prémonitoire, il a dit « Israël organise l'occupation. L'occupation ne peut pas aller sans répression. La répression suscite la résistance, puis Israël appellera le terrorisme. » Il avait tout dit. Et les différents gouvernements français qui sont venus après ont quand même plus ou moins, avec des nuances, été dans ce sens et ont joué un rôle actif pour faire reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Et c'est le plus étonnant, c'est que celui qui a le plus fait de ce point de vue, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Je veux dire, bon, qui était pas un gaulliste, qui était considéré comme un homme de droite pro-israélien, quand il est élu, les Israéliens sont fous de joie, etc. Et c'est lui qui va d'abord ouvrir le bureau de l'OLP à Paris, accepter l'ouverture du bureau de l'OLP. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Un chant d'amour, qui raconte un peu les relations entre Israël et la France et la Palestine. Et il y a un dessin, c'est jusqu'à Chirac qui apprend en se rasant le matin
que Giscard a permis une ouverture de l'OLP. Et Chirac est fou de rage. Et pendant cette période, contrairement, il a après changé d'image, heureusement, il y a eu un peu de politique, il n'est pas très pro-palestinien. Étant Arafat vient à Paris, il est maire de Paris, il refuse de le recevoir. Il est maire de Paris où je suis plus sûr s'il est maire, mais enfin, il refuse d'être présent. Il y a deux personnes qui refusent, c'est Laurent Fabius et Jacques Chirac, qui refusent de recevoir Arafat, enfin, de le voir pendant sa visite. Donc, on a un gouvernement français qui agit. Un gouvernement français qui va être la locomotive de la déclaration de Venise en 1980, c'est Giscard qui est toujours président, qui dit quels sont les principes de la paix. C'est le droit d'Israël à la paix et à la sécurité, le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la reconnaissance de l'OLP comme représentative des Palestiniens. Quand Giscard fait ça, à l'époque c'est Begin qui est Premier ministre, et il dit les Français veulent nous obliger à négocier avec le Hitler arabe. Enfin, bon, c'est un discours permanent, ça a toujours été. Les Palestiniens étaient toujours les Hitler. Il ne faut pas croire que la stigmatisation des Palestiniens de l'intelligence a commencé avec le Hamas. Avec le Hamas, on peut rajouter une couche entre guillemets islamiste, mais avec Arafat, c'était terroriste, payé par les soviétiques, etc., etc. Donc, la France va jouer un rôle et va être un des éléments moteurs du changement qui va se produire dans la scène internationale, avec les pays européens qui vont reconnaître l'OLP, avec l'ouverture de négociations avec l'OLP, avec le processus d'Oslo, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'a été le processus d'Oslo, pourquoi il a échoué, mais la France a joué un rôle actif. Elle a joué un rôle actif parce que elle sait quelque part que ce qui se passe dans la région a des conséquences directes sur nous. C'est pas simplement pour les Américains, c'est très loin le Proche-Orient. Ils ont des intérêts pétroliers, d'alliance avec Israël, etc., mais c'est très loin. Nous, c'est quasiment, comment dire, comme une question de politique intérieure. Pour beaucoup de raisons, dont la présence de communautés musulmanes et juives en Europe importante, etc. Mais aussi la proximité au sens géographique. C'est-à-dire, s'il y a une guerre dans la région, s'il y a des retombées, c'est d'abord sur l'Europe. Et puis, ça va changer. Et c'est ça qui est... il faut vraiment comprendre pourquoi. Pour moi, il y a plein de raisons, c'est pas une seule raison, il faudrait revenir sur l'évolution de la politique française et pourquoi petit à petit la tradition gaulliste a été abandonnée, etc. Mais une des choses, c'est qu'il y a eu un changement de la vision ou de la lecture par les élites françaises et occidentales de ce qui se passait en Palestine. Ce qui était perçu comme un conflit d'occupation, c'est-à-dire en disant il y a un occupant, un occupé, il faut que l'occupé ait le droit de vivre de manière indépendante, a été petit à petit transformé en un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Alors, évidemment, en France, avec les attentats de 2015, bon, ça a évidemment accentué ça, et avec l'idée que, comme la force essentielle du palestinien était le Hamas, avec l'idée que on lutte contre le terrorisme international, et le terrorisme international, c'est l'islamisme radical, etc., etc. Donc, on a inscrit petit à petit ce conflit, non pas comme un conflit d'occupation, quelle que soit la force qui lutte contre l'occupation, mais comme un conflit de la guerre contre le terrorisme. Et c'est venu parallèlement, et c'était particulièrement en France de manière importante, avec un discours des élites de plus en plus fort sur une menace intérieure. C'est-à-dire les musulmans sont une menace intérieure pour la France, pour notre modèle laïque, pour le modèle républicain, etc., etc. Et ils menacent la laïcité. La laïcité est devenue, malheureusement, parce que je pense que ce n'est pas la laïcité de 1905, mais c'est une relecture de la laïcité. La laïcité est devenue une arme de guerre contre les musulmans, et les musulmans sont devenus une espèce de cinquième colonne, avec quelque chose, je ne sais plus je crois que c'est Daniel Schneiderman qui, dans un article, faisait remarquer, c'était bien avant le 7 octobre, il disait
quand on parle des banlieues et quand on parle de la Palestine, c'est les mêmes images qu'on montre. C'est le même type de discours qu'on a. On a affaire à des barbares, on comprend pas pourquoi ils se révoltent, ils n'ont pas de raison de se révolter. Et là, brusquement, voilà, c'est comme ça qu'on lit la Palestine, c'est comme ça qu'on lit les banlieues, et ça c'est accentué pour des raisons, à mon avis, en partie politiciennes, avec cette idée de séparatisme, je veux dire, que les musulmans voudraient vivre de manière séparée. Qu'il y ait des ghettos, c'est évident, c'est pas nouveau, mais c'est pas les musulmans qui s'installent dans les ghettos, c'est nous qui mettons les pauvres, qui sont pour beaucoup des musulmans, dans des ghettos, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Et de ce point de vue, il y a eu un livre qui a suscité un peu de débat, malheureusement pas assez, qui illustre mon propos. C'est un livre qui a été fait par 3 sociologues de Lille, qui s'appelle « La France, je l'aime mais je la quitte ». Il faut une étude sur plusieurs milliers de cas de cadres issus de l'immigration, je ne sais pas comment on peut être issus de l'immigration, mais en gros des musulmans, quoi. Je veux dire ça. Et quand je dis des musulmans, c'est pas au sens religieux, c'est parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Fatima, qui sont l'exemple de la réussite du modèle républicain. C'est-à-dire, ils ont passé tous les obstacles, c'est-à-dire 3 fois plus que leurs congénères français de souche, pour devenir banquier, pour devenir chercheur, pour devenir homme d'affaires, etc., etc., et qui décident de quitter la France. Et ils s'expliquent pourquoi. Et en fait, moi je l'ai vu autour de moi, c'est-à-dire que ils disent on en a assez d'être interrogé sans arrêt sur nos origines. C'est-à-dire, vous vous appelez Mohamed, tu veux pas, pourquoi tu manges pas de porc? Pourquoi tu bois pas de vin? Pourquoi tu mets un foulard? Pourquoi tu fais ramadan? Et si par hasard, vous mangez du porc, vous buvez du vin, vous faites pas ramadan, c'est suspect parce que vous avez sans doute attaqué un truc complètement inventé, c'est l'idée qu'il faut maintenir quelque chose de secret pour devenir demain un terroriste. Et c'est intéressant de les écouter parce que nous, souvent, on pense aux exclus en termes de les pauvres dans les banlieues, enfin, où il y a de vrais problèmes sociaux, etc. Mais le problème, c'est que, et ça, c'est vraiment une particularité française, cet ostracisme à l'égard des musulmans. Et où ils vont, ces gens-là? Ils vont pas en Arabie Saoudite. Ils vont en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, où il y a aussi des formes d'islamophobie, mais pas sous cette forme qui est très dure. Et qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis frappé souvent quand j'ai fait un grand nombre de débats, disons, depuis le 7 octobre, et je suis frappé par le fait qu'après, il y a plein de jeunes, moins jeunes musulmans, au sens, encore une fois, je ne sais pas définir qu'est-ce que c'est un musulman, au sens Fatima ou Ahmed, qui viennent me voir en me disant, mais ce que vous dites, nous, on n'ose pas le dire. Parce que si on osait dire ça dans notre travail, bien que je ne parle même pas des gens qui n'ont pas la nationalité française, bien qu'ils soient français, il dit on serait ostracisé, on risque de perdre notre travail. Et il y a eu effectivement, comme vous savez, une répression sans pareil. C'est-à-dire, avec l'Allemagne, on est le pays où la répression du discours favorable aux Palestiniens a été le plus forte. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, qui explique que le fait que la mobilisation en France a été moins forte que par exemple au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ça ne pose aucun problème de dire, oui, on voit les gens, on est musulmans et avec les Palestiniens. Et personne ne va dire, vous n'êtes pas britannique, ou vous êtes... En France, c'est ça, je veux dire, il y a cette pression et cette répression. Je veux dire, il y a eu des centaines de cas de gens qui sont inculpés ou condamnés des fois pour apologie du terrorisme. Et des fois, je ne sais plus, l'autre jour, je voyais, je ne sais plus dans quel... un type qui a été... inculpé, et je crois que le procureur a connu 1 an de prison avec sursis pour avoir écrit Israël assassin. C'est quand même inimaginable. On a écrit des choses dans notre jeunesse sur USA assassin, USA SS, etc. Jamais on a été inculpé pour... Donc là, il y a vraiment quelque chose de particulier à la France. Dernier élément, qui est quand même un des éléments de ce qui se passe depuis quelques temps, c'est l'accusation d'antisémitisme.
Elle a toujours existé. Je rappelais tout à l'heure, je me souviens très précis, après la seconde intifada, on a eu les mêmes accusations d'antisémitisme qui ont été faites. On a oublié, Edgar Morin a été condamné pour antisémitisme avant de gagner son procès en appel. Je veux dire, il y a eu des choses inimaginables. Mais là, ça a atteint un niveau sans précédent. Il y a des officines israéliennes, financées par Israël, qui poursuivre des gens déterminés. Enfin, il y a eu, je sais pas, il y a plusieurs centaines de gens qui sont, il y a eu des militants syndicaux, on est vraiment dans l'idée que si vous comptez, c'est-à-dire, si vous contextualisez ce qui s'est passé le 7 octobre, ce que je viens de faire pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, vous êtes susceptible d'être accusé d'apologie du terrorisme. Et c'est vraiment quelque chose de grave et qui est donc, et être accusé aussi d'antisémitisme, qui est en France une des accusations les plus graves. C'est-à-dire, moi j'ai eu des amis à moi, par exemple, pour ça, ceux qui connaissent Daniel Bermet, qui avait l'émission Là-bas si j'y suis, il a été inculpé d'antisémitisme, il a été lavé, mais pour lui c'était un choc. Moi, franchement, bon, c'est pas le fait que j'ai des origines juives et que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire d'être accusé. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile dans la société française avec l'héritage de ce qu'a été Vichy, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui pèse sur les gens et qui est une espèce d'interdiction de parler. Ce qui est le plus extraordinaire, moi je dis des fois, c'est quand même tous ces gens qui ont été Charlie, au nom de la liberté d'expression, au nom de le droit à tout dire, qui approuve toutes ces mesures de répression. C'est quand même quelque chose d'assez inimaginable. Et ce qui est intéressant sur cette accusation d'antisémitisme, qu'on a vu d'abord fleurir aux États-Unis et aussi en Europe, c'est le fait que un des aspects les plus intéressants du mouvement de solidarité avec les Palestiniens, c'est la participation des Juifs. Aux États-Unis, c'est plus frappant qu'en France, pour des raisons qu'on pourra expliquer de l'organisation de la communauté qui est beaucoup plus diverse et beaucoup moins alignée qu'aux États-Unis, mais qu'en France. Mais le fait que ces jeunes juifs dans le Parti démocrate aujourd'hui jouent un rôle décisif, au lieu de mettre ça en avant, on a mis en avant le fait qu'ils étaient antisémites. Et on essaye de monter en épingle des choses antisémites. Qu'il y ait des actions antisémites, c'est évident. Je veux dire, on peut pas, je veux dire, le gouvernement israélien, le gouvernement israélien ne peut pas dire à tout le monde, à l'opinion française et à l'opinion internationale, nous sommes les Juifs, et après s'étonner que des jeunes pas très politisés se disent, mais les Juifs, c'est les Israéliens, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils sont en train de... Enfin, moi, j'ai toujours dit que Israël prenait en otage les communautés juives du monde et elle les mettait en danger. C'est d'ailleurs, c'est curieux, c'est... Comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Santé, Kouchner, qui a dit ça. Il dit ce qui se passe en Israël, ça va renforcer l'antisémitisme. Alors, ça veut dire quand même que pour lui, les Juifs et les Israël, c'est la même chose. Mais il dit quelque chose de vrai. Oui, c'est effectif. Les gens sont pas forcément tous politisés, ils n'ont pas lu 50 bouquins, etc., etc. Et quand Israël dit les Juifs et les Israéliens, c'est la même chose, quand ils voient des jeunes Français, Belges, d'origine juive, aller participer au génocide de Gaza, je veux dire, bon, voilà, on peut essayer de il faut les éduquer, ces jeunes, il faut faire la différence entre sionistes, juifs et israéliens, mais il faut aussi montrer la responsabilité d'Israël dans cet amalgame. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de la situation sur le terrain. Je crois que, je dirais, pour moi, le résumé, c'est ce qu'a dit l'avocate irlandaise qui défendait l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Elle dit c'est la première fois dans l'histoire où on voit un génocide en direct filmé par ces
ces victimes qui appellent au secours et personne ne répond. Pour moi, ça résume ça, et je pense qu'ici, on n'a pas besoin de beaucoup de développement. Sur est-ce que c'est un génocide ou non, moi je dis que c'est un génocide, mais c'est vrai que la qualification juridique de génocide, ça prend du temps, parce que si on veut que ce soit vraiment qualifié au sens juridique, mais il faut attendre 5 ans que tout le monde ait été massacré, et pour qu'on dise après 5 ans, oui, il y a eu un génocide, mais vous êtes tous morts et c'est pas important. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez absurde. Donc il y a ce génocide. Ce qui est terrible, c'est que non seulement il continue, mais en même temps, maintenant, il s'étend en toute la région. C'est-à-dire, Israël mène une guerre aujourd'hui sur 6 ou 7 fronts. C'est-à-dire Gaza, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Yémen, Syrie, Liban, Iran, Irak 8. C'est-à-dire, il y a vraiment une espèce de volonté. Alors, c'est clairement affirmé une volonté de redessiner la carte. Ils le disent ouvertement. C'était, il faut le rappeler, la volonté israélienne en 82 quand ils ont envahi le Liban, c'était la volonté américaine quand ils ont envahi l'Irak. Le résultat de ça, c'est l'accumulation de catastrophes, l'affaiblissement des États et la possibilité de rentrer dans des crises permanentes sans solution. C'est-à-dire l'État irakien a mis 10 ans à se reconstituer, et encore avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de tensions. Donc, mais il y a quand même une extension de... Quand Israël dit nous allons faire du Liban un second Gaza, je veux dire, c'est inimaginable qu'on puisse tenir un discours comme ça et que le président de la République, après ça, dise Israël a le droit de se défendre. Je veux dire, c'est. Alors peut-être un mot quand même, parce que ça, c'est une chose c'est effectivement sur le Hezbollah. Et pourquoi le Hezbollah est rentré dans la bataille à partir du 8 octobre. Pour le Hezbollah, comme pour l'Iran, comme pour ce qu'on appelle l'acte de la résistance, la Palestine, c'est pas une question extérieure, c'est pas une question secondaire, c'est une question centrale. C'est une question d'identité très forte. Et la stratégie, à partir du 8 octobre, ça a été de dire, on fait pression sur Israël pour aider le Hamas et pour aider Gaza. Avec un discours qui a toujours été très clair. Le jour où il y a un cessez-le-feu à Gaza, nous arrêtons. C'est pas du tout un discours de on va détruire Israël, donc ça c'est important. Et deuxièmement, tous les gens qui connaissent la situation géopolitique savent que l'Iran ne veut pas la guerre. Le pouvoir iranien est dans une situation très difficile parce qu'il fait face à une opposition interne très importante qu'on a vue au moment du mouvement des femmes, parce qu'ils subissent des sanctions très dures, parce que la vie quotidienne est terrible, et que donc le régime, son objectif c'est de survivre. C'est pas de libérer la Palestine. Et depuis 2 ans ou 3 ans, c'est leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, rétabli des relations avec l'Arabie Saoudite, ils ont avec tous les pays arabes du Golfe, et comme vous avez vu, quand il y a eu la dernière attaque israélienne contre l'Iran, l'Arabie Saoudite a refusé de laisser les avions israéliens traverser son espace aérien. Donc, pour eux, c'est essayer à la fois de rétablir des relations avec l'environnement des pays arabes, mais aussi avec les Américains. Il y a des négociations. Maintenant, elles ont cessé, mais il y avait avant le 7 octobre des négociations secrètes sur la question du nucléaire iranien. Les Iraniens cherchaient un compromis. Donc, ils n'ont pas du tout poussé le Hezbollah. Au contraire, ils ont fait pression sur le Hezbollah, ce qui a posé d'ailleurs des problèmes internes à l'organisation, pour ne pas aller au-delà d'un certain niveau d'attaque. Et quand vous regardez l'action entre le 8 octobre et le moment où Israël lance son offensive contre le Hezbollah, il y a extrêmement peu de civils qui ont été tués, il y a extrêmement peu de bâtiments qui ont été civils qui ont été touchés. Ils ont visé des objectifs militaires, la force c'était que ça a obligé Israël à évacuer 60 000 personnes du nord d'Israël, ce qui était une pression sur Israël, c'est une manière de participer au conflit entre les Palestiniens en faisant une pression sur Israël, mais ils n'ont pas été à l'escalade, ils n'ont pas utilisé, on le sait,
les armes les plus stratégiques qu'ils avaient, qu'ils auraient pu frapper l'aéroport de Ben Gurion, etc., ils l'ont pas fait, parce qu'ils ne veulent pas cette extension. En fait, la décision de d'étendre la guerre, c'est vraiment une décision israélienne. Alors, une des choses qui est difficile à saisir, c'est quels sont les objectifs israéliens. À part l'idée de redessiner la région, à part cette idée, mais qui à mon avis, n'est pas qui n'est qu'une partie de l'explication en disant que Netanyahou ne veut pas la fin de la guerre, parce que le jour où il y a la fin de la guerre, il va passer devant les tribunaux pour corruption, parce qu'il y a des choses. Bon, c'est sans doute un des éléments, mais c'est pas ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui, avec le coup très sérieux qu'ils ont porté au Hezbollah et au Hamas, l'idée, une espèce de vertige du succès. C'est-à-dire l'idée tout est possible, nous allons enlever. Mais je pense que ça va susciter leur perte. C'est-à-dire que déjà, la situation au Liban Sud, on n'arrive pas à la maîtriser parce qu'ils ont eu un nombre de morts relativement élevé dans leur truc. Et puis parce que ils s'isolent de plus en plus sur la scène internationale, sur la scène de l'opinion publique internationale. Et même si ça ne se traduit pas au niveau des gouvernements, il y a eu là mille écrivains qui ont dit nous ne collaborerons jamais avec les maisons d'édition israéliennes. Il y a eu le fait que les écrivains israéliens sont quasiment plus invités en Europe, etc. Il y a des choses qui... il y a le mouvement dont on a... Enfin, vous connaissez BDS, boycott des investissements en sanctions. Il y a des choses qui quand même pèsent. Et il y a une détérioration sans précédent de l'image de marque d'Israël, qui pour l'instant ne se traduit pas malheureusement par le fait que nos gouvernements en tiennent compte pour faire, mais qui est quand même quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, Israël est dans une impasse aussi parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est-à-dire que oui, ils ont détruit Gaza, mais en même temps, ils savent que le jour où ils évacuent Gaza, c'est le Hamas qui reprend le contrôle du territoire. Ils l'ont vu d'ailleurs. Vous savez ce qui s'est passé à Jabalia depuis 15 jours et qui est vraiment... Il n'y a pas de terme pour qualifier ces massacres, etc. C'est la troisième fois que l'armée israélienne libère, entre guillemets, Jabalia en disant on en a fini avec le Hamas. Et en fait, chaque fois, le Hamas se reconstitue, parce que le Hamas, c'est pas seulement les gens qui combattent à leur X, c'est tous les gens qui ont vu leur famille massacrée, etc. Ils sont prêts à tout pour attaquer les Israéliens. Donc, ils n'ont pas liquidé le Hamas, ils n'ont pas libéré les otages. Le seul moment où il y a eu une libération importante d'otages, c'est des négociations. Quand il y a eu des négociations entre Israël et le Hamas. Donc, ils n'ont pas... Et le Hezbollah, même si... bon, c'est un peu tôt pour savoir exactement les conséquences à long terme sur la force du Hezbollah. Mais on voit en tous les cas au niveau militaire que au sud, ça se passe pas si bien pour Israël, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à Gaza, et que le Hezbollah garde des atouts militaires qui sont relativement importants. Et là aussi, la destruction. Alors, il y a une des volontés. Vous savez, les guerres coloniales, pour ceux qui se souviennent, elles s'accompagnaient en général de ce qu'on appelait le regroupement des populations. Il s'agissait de, vous savez, c'était Mao Tse-tung qui disait il faut que la guérilla soit dans la population comme un poisson dans l'eau. Et les gens qui ont théorisé la contre-insurrection ont dit il faut guider l'eau. Et l'eau, c'est la population. Et donc, il y a eu des regroupements qui ont été faits je crois qu'il y a eu un tiers de la population algérienne des campagnes qui a été regroupée, etc. On assiste un peu à la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'on est en train de rendre les conditions de vie évidemment, de la population de Gaza, mais aussi d'une partie de la population libanaise invivables, avec l'espoir qu'ils vont se retourner contre le Hamas ou ils vont se retourner contre le Hezbollah. Donc là, il y a une stratégie, mais bon, on va voir comment elle est menée. En attendant, je veux dire, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, et que malheureusement, même si le discours médiatique a un peu changé par rapport à ce que c'était le 8 octobre, on est quand même très loin de l'idée qu'on est en train de vivre un génocide sans précédent. Je veux dire, le niveau de destruction à Gaza, je ne sais plus où j'avais trouvé ça, je l'ai écrit, c'est le niveau de destruction des villes allemandes en 44-45, quoi. Donc on disait, mais vous savez, sur les tapis du monde, sur Leipzig, etc. Bon. Et c'est la même chose face à des gens qui n'ont pas
qui n'ont pas d'armes anti-aériennes, qui n'ont pas d'aviation, etc. Donc il y a une volonté de tout détruire. Et il y a une volonté de tout détruire parce que dans la stratégie israélienne, l'idée fondamentale, c'est quand même de vider la population. C'est les sionistes depuis l'origine. C'est-à-dire, il faut Israël, c'est un extraordinaire succès du mouvement sioniste. Ils ont réussi à faire dans des conditions très difficiles, en jouant les alliances internationales, etc. Ils ont créé l'État d'Israël. Et en même temps, ils ont fait que sur le territoire historique de la Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire Israël, Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, il y a, sans même parler des réfugiés palestiniens, il y a entre 7,5 millions de juifs israéliens, 7,5 millions de Palestiniens. Et ça, c'est un des dilemmes du mouvement sioniste. Ils ne peuvent pas être un mouvement démocratique, Israël ne peut pas être un État démocratique et un État juif. Parce qu'un État juif, ça donne des privilèges à une partie de la population qui est juive. Donc là, il y a une espèce d'impasse du projet, et je pense que ça reste dans les projets d'essayer de pousser la population dehors. En même temps, la population, elle a appris que s'ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Donc personne n'a envie de se revenir, et on voit qu'à quel point, par exemple, Gaza, dans le nord de Gaza, les gens essayent de s'accrocher, mais on ne peut pas s'accrocher tout le temps. Enfin, c'est possible qu'ils y arrivent. Et c'est un des projets qu'il y a. Vous savez, quand on parle de projet, il y a souvent l'idée qu'il y a des gens dans des bureaux qui font des complots. C'est pas comme ça. Il y a des opportunités qui se présentent et dont le gouvernement israélien va se saisir dans le cadre d'une vision globale qui est de vider les Palestiniens. Et là, en ce moment, là où ils espèrent arriver, sans doute, est-ce qu'ils y arriveront, je ne sais pas, c'est de vider le nord de Gaza et de recoloniser. Vous avez vu, il y a eu des conférences avec des gens du gouvernement israélien disant qu'il faut recoloniser Gaza, comme vous savez qu'il y a eu des colonies jusqu'en 2005, et puis des gens qui disent qu'il faut coloniser le sud du Liban. Ça m'amène à une petite moment. Il y a tellement de choses à dire mais bon, je parle. Une des choses qui est quand même, il faut comprendre, c'est le consensus qu'il y a aujourd'hui en Israël. Et la focalisation sur Netanyahou, elle est absolument injuste. C'est pas Netanyahou qui mène cette politique. Cette politique a un consensus. Comme vous savez, il vient de voter l'interdiction de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Tous les députés juifs, il y a une dizaine de députés arabes, et tous les députés juifs ont voté ça. Et ceux qui, très courageux, la gauche, entre guillemets, c'est-à-dire le Parti travailliste, ils n'étaient pas présents. Ils ont décidé de ne pas être présents pour ne pas oser voter contre. Quand il y a eu il y a eu deux choses. Je crois que c'est Lapid, donc un des dirigeants de la soi-disant opposition, qui a reproché au gouvernement israélien de ne pas avoir tapé l'Iran assez fort. Et le leader du parti travailliste, qui est aujourd'hui allié au Meretz, qui est censé être une organisation pour la paix, qui a appelé à occuper le sud-Liban. Donc on est vraiment dans un contexte où, bon, on essaiera, si vous voulez, dans les questions, je reviendrai, où il y a un consensus très important autour du gouvernement israélien. C'est vrai que le 7 octobre a provoqué un choc. Il a provoqué un choc d'autant plus que c'était, d'une certaine manière, pour les Israéliens qui s'aveuglaient totalement. C'est frappant parce que je ne parle même pas de Gaza, parce que les Israéliens n'ont pas accès à Gaza, mais même la Cisjordanie, les Israéliens ne voient pas la Cisjordanie. Ils ne voient pas les Palestiniens. Vraiment. Au sens pas physiquement, mais d'imaginer ce qu'ils vivent. Et donc, quand il y a quelque chose comme le 7 octobre, ils se disent, mais ils sont mauvais, c'est le mal, etc. C'est pas le résultat des actions que nous faisons, mais c'est le fait qu'ils représentent le mal absolu. Voilà, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, ça viendrait là-dessus, c'est bon, je ne sais pas qu'il y a, j'imagine qu'il y a tous une espèce de découragement en se disant, bon, mais écoutez, ça fait 1 an que ça dure, combien de temps ça va durer, etc. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais c'est important de comprendre, en tous les cas, pour ce qui est de la France,
que nous avons un combat à mener. C'est pas simplement de trouver que ce que les Palestiniens font, que les Israéliens font, c'est pas bien, mais c'est de savoir comment on combat ça. Alors, il y a plein de manières de le combattre. C'est-à-dire, il y a les mouvements de solidarité comme ce soir qui organisent ça. Il y a le mouvement BDS sur les sanctions avec un certain nombre de sanctions très ciblées. C'est important de rappeler. Le BDS, c'est pas on sanctionne tout ce qui a un rapport avec Israël, mais ils ont choisi Carrefour, BNP, enfin parce qu'on peut pas tout boycotter. Mais voilà, il y a ce mouvement. Et puis il y a quelque chose pour moi, bon, parce que je suis journaliste et parce que je me bats avec les idées, avec les mots, etc. Il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut être capable de convaincre. C'est-à-dire, même si je pense qu'ici on est à peu près tous d'accord sur ce qui se passe, il faut aller parler aux voisins de ce qui se passe et d'être capable de répondre avec des gens qui ont subi un vrai lavage de cerveau. C'est moi, il y a encore des gens qui me disent, mais regardez, ils ont égorgé les bébés. J'ai dit, vous savez, le 7 octobre, il y a eu un nourrisson qui a été tué ou deux, c'est tout. Et à Gaza, il y en a eu 770 en un an, il y a eu 770 nourrissons. Donc, voilà. Mais il faut savoir ça, il faut le faire. C'est pour ça, bon, évidemment, je fais l'article, si je peux dire, d'Orient 21, mais ce qui me semble important dans Orient 21, dans ce que nous faisons, c'est qu'on vous donne des arguments. Pas idéologiques, c'est pas de dire qu'Israël c'est mal et les Palestiniens c'est bien, etc. Mais pour essayer de démonter ce discours, pour essayer d'avoir des arguments convaincants, avec le fait que la plupart des gens, si vous voulez, vous comprenez, vous êtes intéressés par la Palestine, mais la plupart des gens n'ont pas forcément le même niveau d'implication. Et ils écoutent la radio et franchement, c'est un vrai lavage de cerveau. Donc, il faut arriver à les convaincre, il faut avoir les arguments pour les convaincre. Et c'est ça que nous pouvons faire dans notre milieu politique, nos milieux professionnels, autour de nos amis, et aussi dans nos partis politiques. Parce que j'ai rien dit sur les partis politiques, mais je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces partis politiques n'ont pas été à la hauteur des choses, même si la France insoumise a été le plus actif en soutien aux Palestiniens. Le PC, il y a des tensions internes visiblement sur différentes positions. Mais enfin bon, l'UMA en général a vraiment bien défendu les Palestiniens, mais en dehors de ça, ça reste quand même pas bien. Et vous êtes dans des partis ou des organisations. Là, le collectif, il regroupe des tas d'organisations. C'est faire bouger la chose. Excusez-moi, bon, il y a plein de choses que j'ai oubliées, enfin, je n'ai pas eu le temps de développer, mais je voudrais développer une dernière chose sur le Rassemblement national. Parce que je trouve que là, on a atteint un niveau intéressant, pas intéressant. Voilà, c'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que toute la classe politique, à l'exception de la France insoumise, a avalisé la manifestation contre l'antisémitisme du 12 novembre, 13 novembre, je sais plus, oui, 12-13 novembre, et la présence du Rassemblement national. Le Rassemblement national savait qu'il y a un dernier obstacle à son accès au pouvoir, c'est l'antisémitisme. Et ils ont utilisé ça, et ils sont devenus aujourd'hui les principaux soutiens d'Israël. Et c'est pas seulement en France, l'extrême droite, qui reste antisémite, qui reste profondément antisémite, dont une partie des dirigeants continuent à être des négationnistes en Europe de l'Est, soutiennent Israël. Et pour le gouvernement israélien, ça leur est égal que Orban fasse des déclarations antisémites ou que tel parti roumain soit antisémite, du moment qu'ils soutiennent Israël. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très dangereux et qu'il faut vraiment dénoncer. Et la question est de savoir, et je termine là-dessus, pourquoi il y a ce soutien pour un ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extrême droite considère que les musulmans sont l'ennemi principal. Et que dans cette guerre dans cette guerre qu'il y a à Gaza, Israël mène notre combat. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Ça n'empêche pas de dire, moi je dis,
pour eux, aujourd'hui les musulmans, demain ça sera les juifs. Hein. C'est pas que ils vont devenir très prosélytes, etc. Mais il y a cette transformation qui est très inquiétante et qui, encore une fois, s'inscrit dans cette espèce de climat d'islamophobie qui existe dans notre pays et qui fait que aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire que l'antisémitisme soit, je ne sais plus, c'est une titre de Charlie Hebdo, l'antisémitisme est passé à Gouda, d'une CNews, l'antisémitisme est passé à gauche. Enfin, on est vraiment dans une espèce de discours qui, à mon avis, a pris en partie, hein, je veux dire, il n'est pas sans conséquence, mais qui est très dangereux parce que, au-delà même de la question de la Palestine, nous créons les conditions non seulement de la montée du racisme anti-musulman, mais aussi demain de l'antisémitisme en France. Merci.